Et donc là, ok, donc là, il répond. Là, il répond et tu lui dis... C'est le livreur. Hello, j'ai ton package. Marie Taquet, c'est une entrepreneuse française qui a fondé sa première boîte à seulement 23 ans. Iconoclass. Alors Iconoclass, c'est le nom de cette boîte qui est un nouveau genre d'école de commerce qui forme au métier de sales, de commercial, de bizdev en seulement 3 mois. Yes. Marie, elle fait partie du petit pourcentage des entrepreneurs / entrepreneuses qui ont réussi. Qu'est-ce que la réussite? C'est un grand mot, mais quand même, Marie, elle a vendu Iconoclass cette année, en 2025. Après 6 ans. C'est beau, c'est pas long, mais quand même, il faut se les taper. Mais en même temps, c'est court, c'est long, c'est court, c'est long, c'est long. On va savoir si c'est court ou si c'est long. En tout cas, c'est beau, surtout quand on connaît, mais vous ne le savez pas encore, l'envers du décor de l'entrepreneuriat. Et c'est précisément de tout ça dont on va parler aujourd'hui. Marie, bonjour. Hello, merci beaucoup de me recevoir. Avec grand plaisir, Marie. J'aime cette énergie que tu vas nous donner. Je sens déjà cette énergie-là qui est là. On est chaud. On est chaud. Bon, Marie, est-ce que tu pensais à 23 ans que tu allais vendre ta boîte un jour? Alors déjà, à 23 ans, je pensais même pas de base me dire que j'allais monter une boîte. Ça a été vraiment quelque chose que j'ai eu une idée, mais j'avais pas envie de monter une boîte. J'ai juste une idée qui m'a vraiment transcendée. Peut-être qu'on en parlera. C'est pas calculé. Non, c'était pas du tout calculé. Je rêvais pas du tout d'être CEO bitch. Je rêvais pas d'être entrepreneur. Je rêvais pas de monter une boîte. En revanche, à partir du moment où je l'ai montée, je voyais quelque chose de grand. Mais c'est pareil, je pensais que c'était la boîte de ma vie. À aucun moment, je m'étais dit je vendrai dans X temps. Et en fait, au fil des années, quand tu commences dans l'entrepreneuriat, tu te rends compte qu'il y a évidemment la voix de quelqu'un qui peut garder sa boîte 20 ans, 30 ans, etc. Et il y a aussi la voix des gens qui ont envie de faire un exit et de continuer une autre route, toujours dans la boîte, mais avec un grand groupe, par exemple, accompagné. Ça s'est vraiment... ça s'est un peu invoqué au fil du temps, on va dire. Moi, aujourd'hui, je suis contente. Et alors là, t'es excitée, très excitée de plus avoir cette boîte, un peu triste? Est-ce que tu as encore cette boîte? Ouais, alors pour le moment, on a vendu que 65% des parts. D'accord. Donc, moi, il me reste l'autre partie du capital. Donc, je suis encore un petit moment dans la boîte et je suis trop contente d'y être. Il s'est passé un truc vraiment bizarre, c'est que au fil des années, donc moi, j'étais solo founder, j'avais pas d'associé. Donc, tu connais les hauts, les bas, mais les hauts, très, très bas tout seul. Alors, j'avais une équipe, etc. Mais tout de même, à un moment, si tu peux pas payer les employés ou si tu as un succès de malade, tu es quand même tout seul devant ton petit bureau. Oui. Voilà. Et j'ai connu vraiment des périodes où je me suis dit que j'en avais ras-le-bol. Ouais. Genre ras-le-bol. Mais vraiment, le matin, je me demandais comment j'arrivais à me lever. Et à partir du moment où j'ai relancé d'autres produits, ou que j'ai eu d'autres opportunités, je me suis réchauffée. Et en fait, genre, j'ai l'impression que je suis un peu renée de tes cendres. Ouais. Renaquis. J'y serais pas allée, tu vois. C'est revenu de tes cendres, Je suis quoi. revenue de mes cendres. Mais alors attends, pour les gens qui ne te connaissent pas. Ouais. On reprend. T'as fait une école de commerce. Oui. Ça t'a gonflé. Dégueulasse. Pourquoi? Parce qu'on n'y apprend rien. Ouais, franchement, t'as 10 heures de cours par semaine. Alors, je les mets pas toutes dans le même panier, mais d'une manière générale. C'est quoi ton école, toi? Franchement, on s'en tape. D'accord. On s'en tape. Pour moi, toutes les écoles post-bac où tu ne passes pas par une prépa se valent. Ok. À savoir, c'est des boîtes à fric qui en ont rien à foutre de ton éducation, qui en ont rien à foutre si tu trouves un job ou pas à l'issue. En tous les cas, un job dans lequel tu seras bien payé, heureux, épanoui, etc. Du coup, tu fais quoi pendant 5 ans? Non, j'y reste que 2 ans. Oui, mais dans l'idée, dans ces boîtes post-bac. Je sais pas, on te dit que tu apprends le management, à faire du business, Ce qui fait qu'au bout de 5 ans, tu n'as que des gens qui pensent qu'ils vont être managers à la sortie, qui pensent qu'ils valent 70 000 balles à la sortie, alors qu'ils ne savent rien faire. Et en fait, je me suis rendu compte dans cette école que déjà, il y avait 20% des gens qui avaient un bac plus 5 qui n'avaient pas de taf. Et je me suis dit, mais comment tu peux passer 5 ans de ta vie, avoir dépensé 50 000 balles et avoir aucun résultat? C'est comme si tu achetais une voiture qui ne marchait pas. Genre, personne ne fait ça, tu vois. Donc pour moi, c'est un scam, tu vois, et ça doit être dénoncé. Et même si c'est dans la culture très inculqué, notamment chez les Français, tout ce qui est diplôme, etc., je pense qu'il faut quand même montrer qu'il y a des voies qui sont différentes. Et donc, à l'époque, pour répondre à ta question, ce qui me dérangeait, c'est qu'on avait une 15 d'heures de cours par semaine. Théorique à fond, que en fait, tout ce qui allait vraiment t'apprendre quelque chose, c'était d'être en stage en entreprise. Et donc, je me disais, mais à quoi ça sert d'aller à l'école si en fait, tout ce qu'on apprend, c'est en entreprise?
Ça, plus les profs qui n'ont pas mis un pied dans une boîte depuis un bon moment, qui donc te servent une soupe qui est complètement obsolète, parce qu'en fait, tu vas apprendre la vieille matrice de Porter dont personne n'a quelque chose à foutre, en fait, une fois que t'es dans un job. Et donc, tout ça, ça me frustrait. Et je voyais bien, quand j'ai fait mon premier stage, j'ai bien vu qu'il y avait un énorme décalage entre ce qu'on t'apprenait à l'école et ce qu'on attendait de toi, finalement, en entreprise. Il y a un gros décalage entre l'image qu'on pouvait te donner de toi à l'école, où on te disait « mais t'es une star, tu vas trop y arriver et tout », alors qu'en fait, t'es une sous-merde quand t'arrives dans une boîte. Tu sais rien faire. Enfin bon. Et tu te prends pour je sais pas qui. Donc en plus, quand t'as un ego surdimensionné alors que tu sais rien faire, ça donne un double zéro, quoi. Donc au bout de 2 ans et demi, j'ai... T'as dit j'arrête mon école de commerce. Ouais. C'est toi qui te le payais, c'était pas? Mes parents avaient fait un emprunt que j'ai remboursé aujourd'hui. Okay. J'étais bien contente de le faire. Ouais. Première chose, tu sais, tiens, ça, je veux plus en entendre parler, jamais. Mais oui, non, parents en plus très diplômés, donc qui n'ont pas appris la nouvelle d'une manière vraiment cool, mais je le sentais pas en fait. Mais t'as dit quoi? Je veux plus être en école de commerce, je fais faire quoi? Ils vont dire, bah tu vas faire quoi? Ouais, non, à l'époque, j'ai un peu twisté le truc, je leur ai dit, je m'engage à faire un master à un moment ou à un autre. Mais là, il faut que j'aille bosser, donc je prends 1 an de césure, c'est un peu comme ça que j'avais expliqué. Et j'avais vraiment un projet de monter une école concurrente aux écoles de commerce, en fait. Déjà, à ce moment-là, je me disais, mais je vais les fumer, en fait, c'est pas possible. Genre, il faut que le monde se rende compte qu'on peut apprendre un métier autrement qu'en allant 5 ans à l'école. Et d'ailleurs, tu n'apprends pas un métier en 5 ans. Tu apprends des compétences globales, ce qui peut être intéressant, tu vois. Mais en fait, aujourd'hui, on se dit qu'on apprend un métier en école de commerce, alors que c'est totalement faux. On t'apprend pas à faire, quoi. Non, on t'apprend pas à faire. On t'apprend à peu près la théorie. Mais c'est comme si moi, si je t'explique comment on fait des chouquettes, tu vas m'écouter, mais tu vas pas savoir faire des chouquettes. Non. Ok, d'accord. Bon, surtout, je m'en fous un peu. La faute de tes putains de chouquettes. Non, mais c'est comme si là, je t'explique comment on fait une vente. En fait, tu vas être toutbidon.com à le faire parce que la théorie, c'est pas du tout la même chose que lorsque tu pratiques la chose. Et enfin bref. Mais attends, je comprends pas quand. Vraiment, t'étais animée par cette injustice, vraiment? Ah ouais. À 23 ans. Ah oui. Non, mais t'étais révoltée. Ah non, mais même avant ça, en fait, j'ai quitté mon école, j'avais 20 ans. Entre-temps, j'ai eu 3 expériences. J'ai été chasseuse de tête. J'ai travaillé chez Tiller, qui était une boîte de caisse enregistreuse sur les ventes, etc. Enfin, j'ai travaillé aux côtés de vendeurs où je voyais qu'il y avait des mecs qui n'avaient pas le bac, qui gagnaient 10 000 balles par mois. Je me disais, mais attends, il y a un truc de ouf quand même. Il y a des gens qui ont des bacs plus 5 et qui n'ont pas de taf. Et il y a des mecs qui n'ont pas le bac, qui gagnent 10 000 balles par mois. Genre, où est le problème dans l'équation? Et ensuite, j'ai monté une boîte à l'intérieur du groupe Accor, ce qui m'a un peu donné le... Entrepreneuriat. C'était l'entrepreneuriat avec des cordes quand même financières, sécuritaires, on va dire. Mais dès que j'ai quitté mon école de commerce, j'avais déjà envie de créer une autre école. J'avais pas encore les armes pour le faire, donc j'ai attendu 3 ans avant de le faire. Mais ça me nourrissait. D'ailleurs, ça me nourrit encore aujourd'hui, tu vois, c'est animal, en fait. Et je pense que déjà, à l'époque, je m'étais dit, en fait, vu que je fais pas la meilleure école de commerce, j'étais ni à HEC, ni à l'ESSEC, tout le bordel, je serais de toutes les manières pas dans les meilleurs sur le marché. Donc, je voyais pas l'intérêt de faire un truc moyen. Tu vois, c'était... je trouvais ça nul, c'était pas l'ambition que j'avais pour moi. J'avais l'impression que je vais aller mieux que ça. Pourquoi t'as pas réussi à avoir HEC, ESSEC, ECP? Alors déjà, il était hors de question pour moi d'aller en prépa. L'idée, je trouvais ça genre affreux. J'avais vu mon frère faire ça, j'avais détesté. Et en plus, moi, j'étais à fond dans l'équitation à ce moment-là. Je faisais que monter à cheval. Je voulais faire ça de ma vie. Et mes parents m'ont dit, si tu as la mention très bien, tu peux. Si tu l'as pas, c'est mort. Tu l'as pas eu. Ah bah, hey, I'm here. Je suis pas sur un cheval, là. Pourquoi tu l'as pas eu? T'as pas tout donné pour l'avoir? Non, mais en plus, j'ai eu une bête de moyenne. J'étais vraiment à un point de... Ouais, moins que ça. Ils abusent. Et ils ont dit non. Non, ils ont eu extrêmement raison parce qu'à ce moment-là, ils m'ont dit la vie, c'est très dur, ma chérie. Et genre, un objectif, c'est un objectif, c'est pas un objectif moins 1 point, tu vois. Ouah, ça, et donc, j'ai passé les derniers concours d'école pérave. Ça, c'est fort de leur part de dire bah non, même si t'es à un demi-point, c'est non, on avait dit ça, c'est ça, quoi. Ouais, je pense qu'il y avait autre chose, c'est qu'ils sont kinés, ils soignent beaucoup de gens qui font des chutes de cheval, puisque je suis normande de base, donc il y a beaucoup de gens qui pratiquent l'équitation. Et en fait, ils voient beaucoup de gens qui se retrouvent paraplégiques, tétraplégiques, qui peuvent plus pratiquer leur passion / leur métier. Ils m'ont dit, mais quoi. Ouais, mais en fait, quand tu te nourris grâce à un métier physique, ils m'ont dit, fais au moins, tu pourras être cavalière quand tu veux, mais en fait, va au moins faire des études. Et en fait, ils avaient 100% raison, tu vois, dans le fond. C'est juste que moi, à l'époque, j'avais pas du tout la maturité de
de prendre le truc. Mais en même temps, j'étais pas non plus dans les meilleurs cavalières du monde. Donc, en réalité, franchement, ils ont juste eu trop raison, quoi. Ok, donc là, tu dis accord, machin, bon, très bien, allez, je monte mon truc. Je monte mon école. Ouais. Et alors là... Ah bah là, on m'a ri au nez fort. Bien sûr. Oh là là, on m'a dit, mais alors toi, déjà, t'as pas de diplôme. De quoi tu viens parler? Mais t'avais même pas de diplôme, mais du non, coup. j'ai même pas de licence, j'ai rien. T'as ton bac. Enfin, j'ai mon bac. Quasi mention très bien, mention bien. Ok. Wesh. Donc on m'a dit, mais qu'est-ce que tu fous? T'as zéro légitimité, tu vois. Et en fait, je pense que j'étais tellement... Mais Vénère. Aujourd'hui, ça me rend ouf. Ouais. Tellement animée par le truc de dire, mais les gars, genre, réveillez-vous, en fait. Genre, c'est pas... Enfin, votre bac plus 5 dans une école de merde ne vous mènera à rien, en fait. C'est soit vous faites l'élite, c'est cool, soit vous serez dans la tranche normale de la population. Et en même temps, il faut tout, tu vois. Mais je trouvais ça hallucinant de dire qu'en fait, on apprenait un job en 5 ans. Donc, je voulais prouver que le contraire existait. D'accord. Je voulais prouver qu'on n'avait pas besoin d'un diplôme pour réussir en France. Je pense que c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, je reviens un peu sur le truc quand même parce que, bon, de toute façon, dans ma carrière, j'ai changé 150 fois d'avis. Bien sûr. 150 fois d'avis, d'opinion, de trucs. Bon, c'est ce qui fait aussi je pense que tu grandis et tu prends de la maturité. C'est vrai qu'aujourd'hui, si tu es une école qui n'a pas de diplôme, c'est ce qu'on a fait. En fait, moi, ce que je voulais prouver, c'est que un diplôme, c'était égal à un CDI. Donc moi, je disais aux gens, en fait, ce qui nous a fait connaître, c'était de dire, tu viens 3 mois à l'école, tu ne perds rien. À ton école, là, dans notre école de classe. Ouais. Tu ne perds rien. Tu commences à payer une fois que tu as un CDI. Et moi, je suis tellement sûre de l'enseignement qu'on va te donner que je sais que tu vas trouver un job. Et donc, tous les gens, même ceux qui n'ont pas les moyens et tout, peuvent venir. Donc ça, je trouvais ça cool d'un côté accessibilité, tu vois, parce que école de commerce, on est quand même beaucoup de copycat, quoi. En tout cas, lorsqu'il n'y avait pas l'alternance. Et puis, je voulais aussi prouver que tous ces mecs... La première promo, c'était que des anciens livreurs, des trucs, enfin des gens, tu vois, qui n'étaient pas trop diplômés, à part un ou deux. Et ils ont trouvé des tafs, avant même la fin des cours. Aujourd'hui encore, tu me payes après tes 3 mois? Alors, aujourd'hui... Non, alors attends, donc ok, ouais, donc tu te dis ça. On se calme. Tu t'es dit ça. Ouais. Et là, t'es avec ton ordinateur, ta bite et ton couteau. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec mes oreilles et tes oreilles? Comment tu commences là? Écoute, à cette époque, je rencontre The Family. Enfin, je traînais déjà un peu dans l'écosystème startup, ça m'intéressait beaucoup parce que quand tu vas pas à l'école, tu es obligé d'apprendre autrement. Donc, j'écoutais déjà beaucoup de podcasts, des trucs sur YouTube et tout. Et donc, j'avais découvert les vidéos d'Oussama. Donc, je suis allée chez The Family. Je raconte mon projet un peu anti-école et tout. Donc, Oussama est fan à ce moment-là parce qu'il est... il aime les choses un peu... iconoclaste. Oui, il est totalement iconoclaste et donc il aime les choses qui vont à contre-courant. Donc il m'a dit 100%, je te suis et tout. Et donc en fait, pas à pas, je me suis construite chez The Family. D'ailleurs, nos premiers locaux, ma première promo, c'était chez The Family, dans leurs locaux. Et donc ça m'a pas mal aidé, tu vois, d'être au contact d'entrepreneurs et de l'équipe de The Family. Et ensuite... Mais t'es toute seule, tu dis, il faut que je lève des fonds, une école. Ouais, alors j'étais toute seule, j'ai embauché une stagiaire pour la com et le market, chose que je maîtrisais pas, qui m'intéressait pas avec mon chômage. Et ensuite, j'ai eu un compte courant de The Family à l'époque, qui m'avait prêté de l'argent pour que je commence à faire un recrutement, donc le recrutement d'une personne qui m'a aidé sur le programme. Et sinon, j'ai juste pris mon téléphone, j'ai appelé des tonnes de head of sales pour construire un programme, leur dire OK, combien d'appels doit faire un commercial avant qu'il soit bon, combien de portes il va devoir se prendre avant d'arriver à signer un deal. Enfin, tu vois, j'ai interrogé à peu près 150 head of sales. Et en fait, c'est eux qui sont venus donner les cours. Parce que c'est une école de vente. C'est une école de vente. On forme que des commerciaux, qu'on appelle aussi business developers. Oui, on les appelle sous plein de noms différents. Ouais. Oui. En fait, c'est vente entre entreprises B2B. Donc, c'est Doctolib qui va aller vendre son SaaS à un médecin. D'accord. C'est Deliveroo qui va vendre son SaaS à un restaurateur. C'est moi qui vais vendre à des marques. Exactement. D'accord. Et puis voilà, ça s'est lancé petit à petit. On a levé au bout d'1 an et demi, on a levé 3 millions. Tu avais besoin de lever ? Oui, parce qu'en fait, donc, à l'époque, on finançait, vu que les étudiants commençaient à nous payer une fois qu'ils avaient un job. Ah oui, tu payes tout le monde avant. Ouais, exactement. La trésor, elle est lente à arriver. Et en plus, on leur faisait des facilités de paiement sur 24 mois. Je sais pas pour qui on s'est pris, mais c'était l'enfer. Mais ça nous a, tu vois, ça a fait que la première promo, ils étaient 10, la deuxième, ils étaient 20, la troisième, ils étaient 60. Enfin, en fait, ça a vite grandi, quoi. Et c'est quoi ton taux de CDI ? 98% dans les 6 mois. Et les 2%, ils n'y arrivaient pas, pourquoi ? Parfois, il y en a qui rentraient dans un pays, qui avait une maladie, qui avait un truc perso, j'en sais rien. Et puis... Non, ouais, ça nous arrive. Ouais. Grave. Ou
nous, on s'est trompé sur la sélection, ou eux, ils se sont trompés, ils pensaient qu'ils voulaient faire ça. En fait, tu vois, ça peut arriver. Après, tu as 1 ou 2% d'échecs, c'est que dalle, en fait. Et qu'est-ce qui fait qu'une fois qu'ils ont leur CDI, ils te payent bien? Ils te payent? Bah, déjà, on a un contrat de reconnaissance de dette. Ouais. Ouais. Est-ce que vraiment tu vas l'attaquer, le gars? Alors, oui. Tu l'as Ceux qui fait? ont voulu me niquer, je l'ai fait. C'est vrai? Bien sûr. Ok. Bien sûr, mais il n'y a pas de raison, en fait. Nous, on a Oui, fait oui. notre part du job. Donc voilà. Après, il y a toujours quelqu'un qui peut disparaître en Irak ou je sais pas où, je ne le Oui. retrouverai pas. Bon, Oui. bah oui, ça arrive. Enfin, de toute façon, dans ton business plan, il faut que tu prévois qu'il y a, Bien sûr. comme dans toutes les boîtes, il y a Oui. une partie de gens qui ne te paieront pas, Oui. en fait. Enfin, Oui. et après, en fait, en général, les gens sont pleins de gratitude, en fait. Ils ont changé de vie. Alors, je te dis ça, aujourd'hui, ça marche sur des promos d'une centaine. Est-ce que ça marchera sur des promos de 4000? J'en sais rien. D'ici là, tu vois, on aura peut-être changé de business plan 150 fois. En tous les cas, à l'époque, quand on faisait ça, on marchait beaucoup sur la confiance. Je pense que nous, les 3 mois où ils étaient là, on était tellement impliqués, mais genre tellement, et d'ailleurs, c'est toujours le cas, qu'ils se sentaient pas de nous niquer après, tu vois. Il est trop content même. Ouais, et puis l'écosystème, il est tout petit. Aujourd'hui, tu vas chez Doctolib, j'en ai déjà placé 20. Qu'est-ce que tu vas essayer de pas me payer, tu vois, enfin, c'est impossible. Alors voilà, encore une fois, il n'y a pas de risque zéro. Oui, il y a des gens qui ne me paieront jamais, ça c'est sûr, mais comme dans toutes les boîtes. Et ils te payaient avec leur premier salaire, genre? Ouais. Et ça coûtait combien? 6 500. Alors à l'époque, c'était 5 000, aujourd'hui, c'est 6 500. Mais ils me payaient en mensualité, tu vois, c'était Ouais, pas, d'accord. tu me donnes pas tout ton Et ça durait 3 mois. Ouais. Full time, full time. toute la journée. Ouais. Et les mecs, ils commencent par du calling et tout. Ouais, ils passent des appels. Donc, pour te donner un exemple d'une journée, le matin, tu as un directeur commercial qui vient, qui t'explique une technique. Et l'après-midi, tu vends pour de vrai pour la boîte. Donc, tu te fais vraiment passer pour le commercial de... De la boîte du mec qui t'a donné la technique. Oui, et en fait, tous les jours, tu changes de boîte. Ce qui fait que tu as eu le temps de travailler sur différentes cibles avec différents produits. Et les directeurs commerciaux repèrent directement qui est fort. Et donc, leur propose des jobs avant la fin de la promo. Et tu payes le directeur commercial? Non. Non, parce qu'il te fait derrière, tu lui fais son sales. Ouais. Donc tu payes qui? Moi Personne. Bah ouais, les gens de mon équipe et les locaux. Et Oui, le voilà, c'est ça. marketing. Ouais. Mais quand tu dis je payais les sales au début, non, non. Non. D'accord. Non, j'ai avancé la trésorerie Oui, pour d'accord, c'est tout. les apprenants. Ouais. Ah oui, c'est génial. Très Oui. smart. Et c'était facile de trouver des directeurs commerciaux? Parce qu'en fait, les directeurs commerciaux, ils ont un gros souci de recrutement. Ils trouvent pas forcément, tu vois, les profils formés, prêts à faire du call. C'est un métier qui est super difficile, le métier de commercial. Tu te prends des portes toute la journée, que ce soit des portes téléphoniques ou des portes pour de vrai, mais c'est un métier qui est super dur. Et donc, ça répondait à un problème qu'ils avaient, parce qu'eux, s'ils ne recrutent pas des commerciaux, ils ne peuvent pas faire leurs chiffres, Bien parce sûr. que la croissance, le truc. Et ça correspond assez bien aux startups, parce que les startups sont moins rigides sur le niveau d'études. Même si le marque, oui, il faut un bac plus 3, un On bac s'en plus 5, dans les faits, ils veulent juste un mec qui vende, Oui. ou une nana qui vend, en Oui. fait, qui prend son téléphone, qui n'a pas peur, qui va pas chialer au bout de 5 calls, Oui. et qui va dire, en fait, Oui. j'en ai marre de faire ça, je Abandonne. répète tous les jours comme un perroquet. Bah non. Alors, est-ce que tu peux nous donner des techniques de vente? Comme ça, non, mais Alors, il faut combien? tu veux des chiffres, par exemple? Des chiffres sur combien de fois il faut contacter par email quelqu'un avant qu'il te réponde? Ouais, alors, sur ça, par exemple, on dit qu'il faut en général 7 touchpoints avant de faire une vente. Un touchpoint peut-être? Un touchpoint, donc par exemple, tu peux faire premier jour appel. Il t'envoie chier? Ou il te répond pas. Ouais. Alors, s'il t'envoie chier, il a une raison de t'envoyer chier. C'est soit il est pas intéressé, soit un truc. Mais ça, tu peux y répondre, tu vois. Enfin, tu peux traiter des objections. Moi, je vais partir du principe que là, c'est quelqu'un qui t'a pas répondu. Parce que quelqu'un qui t'a répondu, c'est soit il est intéressé, soit il est pas intéressé. Soit tu prends un rendez-vous avec lui, soit, en fait, tu n'y arrives pas et tu essaies de savoir au téléphone pourquoi il veut pas. Est-ce que c'est parce que il est déjà équipé ou un service, je te dis n'importe quoi. Moi, il a déjà, par exemple, je vends de la formation commerciale B2B aussi en entreprise. Il va me dire, j'ai déjà un formateur en ce moment, ou alors je le fais en interne, ou je sais pas quoi. Bon, il n'est pas intéressé, ça sert à rien de le recontacter 500 fois. Tu vas perdre ton temps et tu vas dégrader ta marque. Bon, je pars du principe que on n'est pas dans ces cas. Donc, c'est quelqu'un que tu as appelé à froid, que tu n'as pas réussi à avoir. Bon. Le lendemain, tu vas essayer... Le lendemain, par exemple. Je te donne un exemple de séquence. Le lendemain ou à J+2, tu vas essayer de lui envoyer une demande sur LinkedIn avec un petit message. Puis, dès qu'il t'a accepté, de lui faire une petite voice note. ok. Parce que les voice, ça s'écoute beaucoup plus que lire un message de prospection que tout le monde envoie. Et surtout, tu peux pas voir le contenu tant que tu n'as pas écouté. Donc, en général, les gens écoutent. Si tu ne réponds toujours pas à ça, tu peux essayer avec un mail. Ensuite, donc on est à la 3e étape. À la 4e étape, tu repasses un appel à un horaire différent et un jour différent que tu as de celui que tu avais essayé la première fois.
Enfin, tu vois, et ainsi de suite. Et en général, tu vas jusqu'à 7 ou 8. Et bon, si tu vois, si à 7 ou 8 et t'as pas répondu, c'est que c'est pas le bon moment, c'est pas le bon Et interlocuteur. t'abandonnes. Bah, tu le remettras dans une boucle pour plus tard. Donc, tu peux le mettre dans une boucle de ce qu'on appelle de nurturing, où quand tu mets ton prospect dans un CRM, ensuite, il rentre dans une boucle un peu automatique où il reçoit soit des emails, soit un petit livre blanc que tu auras créé, tu vois, jusqu'au moment où tu dis, oui, bah, en fait, lâche-moi. Tu me saoules. Ouais, ou alors, il va déclencher un truc, tu vois. Mais donc, en général, on dit 7 touchpoints, enfin, donc 7 points de contact avec une personne. Et ce qu'on dit souvent en formation, c'est que toi, par exemple, quel serait le canal pour toi pour qu'on prenne rendez-vous avec toi? Ton canal préféré? Est-ce que c'est quand on t'appelle? Est-ce que c'est quand on vient dans ton bureau en direct? Est-ce que c'est un LinkedIn? Est-ce que c'est un mail? Toi, qu'est-ce que tu préfères? Pour me vendre un truc? Ouais. Moi, je dis non à tout, moi. C'est pas possible. Il y a déjà quelqu'un qui a réussi à te vendre quelque chose. De la reco? Peut-être si moi, par exemple, je t'appelle et je te dis « Ah putain, il faut absolument que tu rencontres cette personne et tout. » Je sais pas, t'as bien acheté ces micros, t'as bien... Non, mais des micros, c'est du produit, c'est du B2C. T'as zéro soft, rien. T'as pas de CRM, t'as pas de... Mais en fait, tu m'approches pour me vendre quelque chose, je te fuis. Alors, j'ai HubSpot, j'ai l'Emlist, mais c'est parce que de notoriété, j'ai l'Emlist. Ok, donc toi, par exemple, c'est la noto ou la recommandation. En tout cas, c'est un truc dont tu as entendu parler. Ouais, faut pas qu'on vienne me parler. Donc, ça veut dire que toi, en fait, ce qu'il faudrait faire pour t'avoir, c'est que tu tombes sur un article ou sur un contenu qui t'intéresse. Donc, c'est une stratégie de vente. Ça s'appelle le social selling. Oui. Et donc, ça, c'est... Et comment tu sais que moi, c'est ça ma technique? Bah, en fait, il faudra que j'ai essayé tous ces trucs avant de le savoir. Parce que, je te donne un autre exemple. Moi, dans mon équipe, à chaque fois qu'on pose cette question, bah, t'en as un qui va me dire, moi, c'est plutôt l'appel. C'est des mecs qui adorent être au téléphone, mais c'est les sales, quoi. Tu vois, eux, leur canal, c'est l'appel. Moi, j'en ai une autre dans mon équipe, quand je lui ai posé la question, elle m'a dit WhatsApp. Et il y a vraiment des gens qui ont réussi à prendre rendez-vous avec elle sur WhatsApp. Je lui dis, mais meuf, c'est tellement intrusif. Genre, qui fait ça, tu vois? Il y en a même qui aiment les canaux perso pour trucs. Enfin, en fait, il y a autant de possibilités. Il y a de gens. Ouais, exactement. Et c'est pour ça que tu peux pas te dire, vas-y, je l'ai appelé 10 fois ou je l'ai appelé 3 fois. Enfin, appeler 10 fois, ça sert à rien, mais je l'ai appelé 3 fois, il me répond pas, il est pas intéressé. Non. En fait, c'est que on n'a pas forcément trouvé le bon canal jusqu'à ce que tu répondes ou que quelqu'un de ton équipe réponde que t'es pas intéressé. Bah, a priori, on peut continuer d'une autre manière, tu vois, jusqu'à ce que t'envoies chier ou que tu prennes rendez-vous. Donc, tant que t'as pas entendu un ça ne m'intéresse pas, tu peux continuer. Ouais, tu mets dans une boucle d'email ou quoi. Après, il faut que ce soit un truc qualifié quand même. Oui, et je veux dire, jusqu'à un certain point, c'est une action qui est soit humaine, soit, bon, à peu près automatisée, mais où il y a quand même une interaction humaine. À partir d'un autre point, soit bon, tu laisses tomber parce qu'on t'a dit dans un autre compte que cette personne, tu l'aurais jamais, qu'il n'est pas intéressé, que tu as appris que, en gros, ça sert à rien que tu y ailles. Ou soit il faut que tu le mettes dans un truc automatique qui te bouffe pas trop de temps, tu vois, ou histoire de pas te défoncer ta bande passante pour rien. Et moi, je reçois à peu près 3 coups de fil par jour pour me vendre des trucs. Ouais. Vraiment, ça ne fonctionne pas sur moi. Ouais. T'es pas la bonne cible. C'est pas le bon canal. Non, c'est pas le bon canal. Ouais. Ça me dérange qu'on m'appelle sur mon téléphone. Ouais. Moi, j'attends des clients, j'attends pas voilà. Mais moi, je chasse aussi des clients. Et donc, bah, je fais comme tout le monde. Je fais ça. Je fais du call. Et moi, je dis toujours que je pourrais vendre ma mère, quoi. Enfin, que je suis la meilleure vendeuse de Paris. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était une vraie technique de vendre. Parce que je suis pas très bonne en call. Alors que j'adore le téléphone, je peux raconter n'importe quoi, etc. Mais il y a des vraies techniques. Ouais. Donc avec ma Head of Growth, on n'a pas de technique, mais on est hyper débrouillarde et donc on essaye plein de trucs. Ouais. Donc par exemple, on a découvert récemment la technique de rappeler 2 fois là. Ouais, bien sûr. Non, mais, on était là, si rappelle. Et en fait, mais je trouve ça horrible. Enfin, genre, donc pour ceux qui nous écoutent, donc tu fais le numéro de la personne. Ouais. Tu vas appeler Philippe, qui est directeur marketing chez Doctolib, et il ne répond pas. Tu rappelles. Donc là, il va se dire putain merde, c'est important. En fait, tu sais ce qu'il va se dire? Il va se dire c'est le livreur. Il y a que les livreurs qui font ça. Et en fait, c'est là. Oui, mais en fait, tu arrives à avoir le mec. Nous aussi, on le fait tout le temps ça. Et donc là, ok. Donc là, il répond. Là, il répond et tu lui dis. C'est le livreur. Hello, j'ai ton package. J'ai un truc pour toi qui n'est pas un package. Tu veux savoir? Prenons rendez-vous. Non, mais en fait, ce qu'on dit tout le temps, enfin, en call, le but, c'est pas de lui vendre le truc au téléphone, c'est de choper un rendez-vous. Oui, le but, on est d'accord que le but d'un call, c'est choper un rendez-vous. Okay. Enfin, ton call, il peut pas durer 25 minutes. C'est combien de temps? C'est 5 minutes max. Et déjà, max, tu vois. Où tu lui dis, hello, c'est Pénou. C'est Pénouche. Coucou. Mais est-ce que dans le allô, par exemple, c'est allô,
On m'a parlé d'un escalade de oui. Ouais, alors le oui, de choper des oui, tu veux dire? Oui, en gros, c'est bonjour, vous êtes bien Philippe? Oui. Ah, t'es là, ok, j'en ai coché J'en ai un. Voilà, ouais. il en faut genre 7, et je sais pas quoi, au bout du 7e, il y a des techniques dans tous les Ouais. sens, quoi. Ça, moi, je trouve que c'est plutôt une technique d'entretien de vente. Je l'ai jamais vu en call, mais peut-être que ça arrive. En fait, la technique du oui, c'est quand tu es dans un entretien de vente, tu poses des questions ouvertes, ça s'appelle une découverte. C'est comme ça que tu t'apprends à découvrir les besoins du client. Et tu essaies de reformuler à chaque fois la phrase pour être sûr que tu as bien compris. Et c'est comme ça que tu chopes des oui. Mais le mec en face, il est pas con, il voit bien que tu reformules pour que tu dises oui. Bah, en fait, ça dépend déjà si tu le fais correctement ou pas, parce que si tu comprends rien et qu'en fait t'écoutes la moitié de ce qu'il te dit et que tout ce que tu veux faire c'est vendre ton truc à tout prix, parce qu'il peut aussi te dire des trucs où en fait tu comprends au fur et à mesure que ça va pas le faire, tu vois. Et dans ce cas-là, en fait, si tu chopes des noms, peut-être à un moment ça sert à rien de faire l'offre parce que c'est pas la bonne cible, etc. Il y a des produits qui se vendent à plein de personnes et il y a des produits qui sont aussi plus resserrés. C'est une sorte d'entonnoir ce que tu fais. Mais non, dans la prise de rendez-vous au téléphone, le but c'est de savoir en gros qui est en train de t'appeler, donc c'est Pénouche. Pourquoi tu l'appelles lui? Parce qu'il est Dirco Marketing, nanana. En une phrase, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, je crée des podcasts, etc. Peut-on prendre rendez-vous? Je pense que c'est hyper intéressant pour. Non, merci, ça m'intéresse pas. Bah, tu lui dis, ouais, mais. Il raccroche. Mais non, il n'y a personne qui fait. Mais si, mais j'en ai fait 3, c'était ça. Ou il te dit juste, genre, ça m'intéresse pas, et il raccroche, il te laisse comme même moi, pas. je fais ça. Moi, on m'appelle, je fais ça. On m'appelle, on me dit, oui, bonjour. Déjà, c'est insupportable. Oui, Pénélope? Oui. Salut, c'est Max. Ouais, mais ça, en fait, de pas donner son nom, c'est souvent une technique, parce qu'en fait, de dire c'est Maxime Taquet, par exemple. Ouais. Tu sais direct que c'est un commercial. Mais du coup, c'est Max, donc t'es là. Oui, donc en effet, donc t'es là, vois, Max. Donc, toi, ça te dérange. Mais en fait, c'est toujours la même chose. C'est que quand tu testes un truc, il y a des gens sur qui ça va trop marcher. Et il y a des gens sur qui ça n'a pas du tout marché, tu vois. Et si le mec te dit, par exemple, je suis pas intéressé, tu lui dis, mais tu peux lui dire, mais c'est-à-dire, est-ce que vous êtes déjà accompagné? Mais j'ai pas le temps. Bah, j'ai pas le temps. Ok, bah ça tombe bien. Aujourd'hui, je comptais pas vous prendre du temps tout de suite. Je comptais prendre un rendez-vous. Enfin, tu vois. Non, mais j'ai pas le temps. En fait, j'ai pas envie. Non, en fait, c'est donc que c'est pas le canal. C'est pas le canal, ou alors tu peux quand même essayer. En fait, c'est pas parce qu'il te dit j'ai pas le temps, etc. Il a quand même répondu au téléphone, tu vois. Donc c'est qu'il a quand même 2 minutes. Et en fait, il faut pas se sentir offensé à chaque fois qu'il te dit un non. Il faut juste essayer de reposer une toute petite question en plus, juste pour savoir si c'est vraiment pas la personne, tu sais, si en gros il est vraiment pas intéressé. Ça sert à rien de lui vendre un truc, encore une fois, dont il n'est pas intéressé. Mais si c'est juste une question de... Il connaît pas encore ta valeur, mais il pourrait peut-être en avoir besoin. Et toi, tu es sûr qu'il pourrait en avoir besoin parce que pour Doctolib, ce serait vous d'avoir un podcast. Il faut essayer quand même de choper le rendez-vous, tu vois. Donc, tu dis, je vous promets, je vous présenterai l'offre. Ça ne durera que 15 minutes. Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous la semaine prochaine, à lundi à 15h ou vendredi à truc? Non, vraiment, j'ai pas le temps. Quand est-ce que je peux vous rappeler? Écoutez, j'ai autre chose à faire en ce moment, là. Et donc, moi, je vais vous proposer une solution qui vraiment va vous rapporter des clients. Est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas besoin de clients supplémentaires en ce moment? Si, j'ai toujours besoin de clients. Voilà, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous la semaine prochaine pour 15 minutes? Ouais, d'accord, putain. Mais meuf, en fait, il faut pas s'arrêter au nom. Et encore là, je te fais un truc éclaté parce qu'on parle d'un truc, j'en sais rien et tout, tu vois. Je suis pas concentrée. Non, mais là, je te fais un truc vraiment éclaté. Mais en fait, il y a vraiment tu vois, une sorte d'entonnoir où à chaque objection, t'aurais, tu vois, 3 trucs à pouvoir lui proposer. Et en fait, c'est pour tout, tu vois. Enfin, vraiment, en fait, tu peux avoir réponse à tout. Après, encore une fois, le but, c'est pas non plus de se faire insulter au téléphone. Non. Si tu sens que c'est vraiment pas le bon moment, et en fait, parfois, il te dit ça, il ment pas. Il peut être en train de coucher son gosse, en réunion, etc. Donc, si tu sens que vraiment, il y a rien à en tirer, tu rappelles plus tard, ou tu essaies, comme on te le disait, tu vois, avec un LinkedIn, un mail, enfin, peu importe, autre chose. Et derrière, tu doubles d'un mail? Tu dis, OK, si il t'a dit j'ai pas le temps, salut. Ouais. Là, tu dis, bon, tu redoubles. Non, moi, je double jamais d'un mail. Oui. Les mails, c'est des trucs que les gens lisent pas. Ou alors, s'ils te disent, envoyez-moi un email, tu peux lui poser 2 questions parce que tu peux lui faire une petite blague en mode moi je dois très très mal les écrire parce que personne ne lit mes emails, donc est-ce que vous pouvez me dire au moins une chose qui vous intéresse dans ce que je peux vous proposer, comme ça je sais quoi mettre en avant. Donc là il va te redonner une petite info sur lui ou sur le besoin ou sur pourquoi il chope le rendez-vous. Et tu peux aussi essayer un autre truc pour qu'il lise ton email et qu'il se rappelle de toi, c'est dans l'objet je vais mettre votre plat préféré ou le nom de votre femme, ou enfin ça c'est peut-être un peu border, mais votre couleur préférée, votre animal préféré et tout. Ou le nom de votre chien, tu vois, et comme ça tu le mets dans l'objet et au moins
c'est à faire un petit truc où ils se Mais rappellent ça, un peu de les toi. gens, ils prennent le temps de raconter leur couleur préférée au Mais téléphone. Mais vraiment, en fait, je pense que là, toi, tu essaies de transposer ce que toi, tu fais. Ce qui n'est pas le cas de 100% des gens. Combien de personnes aiment le canal téléphone? Beaucoup? Bah, en fait, nous, c'est limite notre seule source de prise de rendez-vous en B2B. Et il y a un grand nombre de boîtes où c'est le cas. Les équipes font du call-call. Le call-call n'est pas mort. Le call-call, tu arrives encore à prendre des rendez-vous. Alors même qu'on reçoit 3 à 5 call par jour. Mais parce que toi, tu es fondatrice, tu vois, tu as ton numéro peut-être à plusieurs endroits, etc. Il y a des gens qui se font pas prospecter. Enfin, toi, tu te fais appeler 50 fois par jour. Oui. Moi, c'est pareil. Moi, alors, tu peux toujours essayer de m'appeler. Tu réponds pas. Mais jamais. Toi, tu réponds Jamais. qu'au numéro que tu connais. Mais même pas. Parce que t'es pas canal téléphone? Non, je déteste ça. Ah, je déteste c'est ça. marrant. Moi, je suis canal voice à mort. Enfin, tu me Bah fais oui, une canal voice. Ah, voice note. voice note. Tu me fais une voice, t'es 100% sûr que je te réponds. Si la voice est bonne. Mais même pas, parce qu'en fait, je me dis, la personne, elle s'est fait chier à me faire une voice et tout, qui est personnalisée. Je sais qu'il y a mon prénom, des infos sur ma boîte ou sur moi. Tu vois, il a forcément passé du temps. Donc là, je sais pas pourquoi Mère Teresa répond à sa voice. Okay. Sur un WhatsApp perso? Alors, WhatsApp, c'est rare qu'on me le fasse. On me l'a déjà fait, mais WhatsApp, je réponds. Après, il y a peu de gens qui osent quand même aller jusqu'à me faire un petit WhatsApp sur mon perso, parce que mon numéro pro-perso, c'est le même. Mais voice note sur LinkedIn, j'écoute, je réponds. Commencez pas, guys, à tous me faire des voices, par contre. De quoi t'as besoin, Marie? Est-ce que t'as besoin d'un petit podcast? Un petit podcast iconoclaste? Mais si, tu sais qu'en plus, on y réfléchit. Quand tu m'en as parlé le jour, je me suis dit, attends, mais pourquoi je... Mais tu sais que j'étais en discussion avec quelqu'un de chez toi, il y a très longtemps. Je ne sais plus comment il s'appelle. Et il t'avait demandé, et t'avais dit non. Ouais, normal, je dis non à tout. Non, mais en fait, il faudrait un podcast en mode tuto chronique pédagogique, je te fais ma déballe, avec des épisodes sur c'est quoi un call, quels sont les premiers machins, tu vois, des tips. Carrément. Et quand on se pose la question dans Google, genre moi je sais pas comment on fait un call, Google, je tombe sur le podcast d'Iconoclaste. Ouais. Et le texte, on met en description du texte, tu peux mettre sur ton site internet, ça fait le SEO, boum, tu deviens la ref sur le call. Ouais, non mais quand tu m'en as parlé l'autre jour, c'est pas tombé dans l'oreille du sourd. Ah bah voilà. Genre limite t'es en train de closer ton deal. Yeah. C'est quoi ta méthode de vente? Les podcasts. Je viens en podcast et on me vend des trucs en fait. J'adore. Bon super. Non vraiment, je pense qu'il y a un truc. En plus on s'est, je vais pas, je t'expliquerai après. Très bien. Cool, très bien. Et un deal de signé. Yes. Pas invité pour rien, c'est dingue. Ça veut dire quoi iconoclaste? Iconoclaste, c'est un petit jeu de mots avec le mot iconoclaste qui veut dire en gros il y a plein de définitions pour ce mot, mais moi je le traduis en anti-tradition. Et donc là, en l'occurrence, anti-tradition. École classique. Ouais, voilà. Juste envie de créer un nouveau genre d'éducation. Anticonformiste, quoi. Yes. Contre la pensée dominante. Ouais. J'ai regardé un peu dans le dictionnaire avant. Ouais. Je me suis dit, putain, je l'avais pas celle-là. Est-ce que monter une boîte toute seule, c'est difficile? Très. Est-ce que tu penses que monter une boîte à 2, c'est difficile? Et une boîte à 4? C'est pas... Alors, franchement, en fait, je sais pas parce que je suis T'as fait que ça? T'as fait que toute seule? Ouais. Et je suis partagée entre... Là, du coup, moi, je peux suivre mes idées tranquilles sans que personne me fasse chier. Oui. Voilà. En même temps, je pense que c'est ce qui fait que parfois je fail parce qu'il y a personne qui peut vraiment contrer ce que je suis en train de dire. Et malheureusement, quand tu es solo founder, tu peux me manquer d'écoute, je pense, à certains moments parce que tu suis trop ton truc. Et moi, c'est tellement nourri de mon histoire perso que je suis en mode... et en même temps, 4, putain, avant d'arriver à... Quoique si 4... tu peux prendre une décision, il y en a forcément... Quoique non, t'as 2-2, t'es mort en fait. C'est mort. Après, les 4, ils sont très experts et ils se marchent pas sur les plates-bandes. Donc, tu vois, t'as le CTO qui va pas dire un truc sur le market, machin, mais... Mais chacun tire aussi le truc de son côté, parce qu'en fait, le truc qui fait chier le CTO, ça va peut-être pas fait chier le marketing. Bien sûr, compliqué. Donc, je sais pas. C'est quoi ton expérience de moi, j'ai monté une boîte il y a 10 ans à 2. Ouais. J'ai monté une box de produits, tu sais, les genre jolies box, mais avec des produits de bouffe, d'épicerie. Ok. À 2 c'est génial, mais en fait c'est casse-couille quoi. Enfin, en fait il y a pas de meilleure solution. Je pense qu'il faut trouver son meilleur modèle. Mais c'est vrai que la personne avec qui tu fites en le plus mieux. La personne avec qui tu fites le mieux. Mais en fait c'est même pas tant ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment la personne elle te saoule parce qu'elle va pas dans ton. Tu vois, tout d'un coup tu veux vendre, l'autre veut pas vendre. Tu veux lever des fonds, l'autre veut pas lever des fonds. En fait c'est
C'est difficile en tout cas, seul. C'est difficile seul. Est-ce que tu as déjà pensé à avoir un ou une associée? Ouais, j'avais essayé de trouver un cofondateur. Et de toute façon, quand tu as l'impression que le problème, c'est les autres, en général, le problème, c'est toi. Je pense vraiment, avec le recul, que j'étais beaucoup trop entêtée sur ma vision et que je manquais d'écoute et que je trouvais que jamais personne n'était assez bien pour porter ce truc, ce qui était complètement débile, quoi. Et en fait, j'aurais mieux fait sûrement de m'associer. Mais bon, tu refais pas l'histoire. Pourquoi t'aurais mieux fait? Il y a des trucs que tu n'as vraiment pas bien fait, raté? Alors oui, des tonnes tous les jours. Oui. Mais par exemple, tu vois, le marketing et la communication, c'est vraiment pas une de mes compétences. Ça ne m'intéresse pas en plus. Ah ouais? Mais qu'est-ce qui t'intéresse? Genre les opérations, la pédagogie, échanger avec les élèves, les changements de vie. Ah ouais, en fait, le côté produit, tu vois. Mais alors le côté comment on va réussir à avoir des élèves, alors que j'ai une école de sales, ça ne m'intéresse pas du tout, quoi. C'est marrant. Bon, en plus, il y a une petite différence entre marketing et sales. Et marketing, c'est que tout le monde sache ce qui est Iconoclast et tout. Oui, faire savoir tout ça, ça te fait chier. Ah ouais. Ça me fait chier. Non, je préfère vraiment, en revanche, tu vois, un étudiant qui vient me voir et qui me dit est-ce que tu peux relire mon CV? Est-ce que tu peux revoir mon pitch pour que je me présente bien à une entreprise? Là, je suis au top du top. Genre, c'est le meilleur après-midi de ma vie, quoi. Ok, et t'aimes manager? Je déteste manager. Okay. Non, j'aime vraiment le côté vraiment plus copine, accompagnatrice, genre coach. Conseil. Ouais. Tu vois, un peu partenaire de combat qui va t'aider à aller chercher ton objectif, mais pas au-dessus, plus à côté. Et alors, j'ai entendu que tu t'étais retrouvé à un moment, pendant 3 mois, sans CFO, sans CTO. Ah oui, non, mais ça, c'est tout le temps. Non, mais ça m'est arrivé 50 fois, en fait, en 6 ans. Comment ça? 50 fois. Vous étiez combien à la fin, là? On a été jusqu'à 25, là, on est 9. D'accord. Oui, c'est tout le temps comme ça, en fait. Ouais, et puis surtout, en fait, quand tu lèves des fonds, la première fois, tu fais n'importe quoi, en fait. T'embauches plein de gens dont t'as pas besoin. Tu claques ton fric, quoi. Ouais, franchement, je pense que j'aurais pu économiser littéralement 2 millions en faisant des meilleurs choix, tu vois. Mais bon, c'est pareil, quand tu montes ta boîte à 22 ans, bah, 23 ans, t'essuies un peu les plâtres. Et aujourd'hui, je pilote plus ni la trésorerie ni la boîte de la même manière. Oui, t'avais plus de CFO, plus de CTO. Ah oui, non, mais des CFO, j'en ai eu pendant peut-être 2 ans sur les 6 ans. Tout le reste, c'est toujours moi qui ai fait le CFO, quoi. Alors, je n'ai pas fait de chute. Mais t'avais un comptable. J'avais un comptable. Alors, le comptable, il te fait rien. Enfin, c'est pas le comptable qui te fait ton BP, ça dépend des boîtes. Enfin, mais c'est pas lui qui va devant les invests raconter la vision. C'est pas lui qui, à la fin du mois exactement, t'explique la stratégie. Enfin, t'explique pourquoi t'as fait moins X et plus X là. En fait, c'est toi, tout ça. C'est plus du contrôle de gestion. C'est comprendre les chiffres, en fait. Les chiffres, c'est sympa, mais les chiffres, tu peux les faire parler. Les chiffres, si tu les comprends pas, ça sert à rien de les avoir. Donc en fait, t'apprends. Et t'aimes ça? Ouais, j'adore. Ah, d'accord. Ouais, je suis pas forte, mais j'adore. C'est très bizarre. Mais comment tu peux ne pas être bonne si t'adores? Généralement, quand on adore, on est bon, non? Bah, je sais pas. En fait, je vais me concentrer à fond sur le truc. J'adore être derrière mon petit Excel, là, avec du gros rap dans les oreilles. Et en fait, à la fin, je me rends compte que j'ai fait une erreur de 50 000 balles. Mais j'ai kiffé le faire, tu vois. J'ai aimé le process intellectuel de créer le tableau, de comment on fait pour calculer ce truc. Ok. Voilà. Et donc, tu t'es souvent sentie seule. Et en fait, pourquoi il te manquait des CFO? Pourquoi il te manquait des CTO? Pourquoi il te manquait des CMO? Parce que tu trouvais jamais les bonnes personnes? Parce que tu n'investissais pas assez? C'était quoi le... Ouais, je pense que si on prend l'exemple du CFO, en fait, un CFO, normalement, c'est quelqu'un qui pilote la stratégie financière. Le problème, c'est que moi, je voulais toujours me rassurer en payant des gens très chers, en me disant ils sont meilleurs que moi et du coup ils vont m'enlever cette charge mentale, ils vont juste s'en occuper et je vais challenger leur travail, tu vois, mais je vais pas être moi je vais pas devoir remettre le nez dans ce truc, etc. Ce sera géré. Donc en fait j'ai toujours voulu faire ça, sauf que quand tu paies quelqu'un 100K, c'est pas lui qui va se taper le recouvrement des étudiants après. Non. Sauf qu'en fait ça fait partie du pôle finance. Oui. Et moi j'ai mis du temps à comprendre qu'un C-level c'était pas quelqu'un qui faisait c'était pas quelqu'un qui faisait un travail. Mais t'es pas les mains dedans, quoi. Ouais, à ce point-là, opérationnel, dans le sens... bon, voilà, même si on sait que dans une petite start-up, tu fais beaucoup de choses. Mais bon, là, à ce point, franchement, j'avais une CFO qui était géniale. Elle m'a dit, t'es mignonne, fais ton recouvrement où je me fais insulter au téléphone. Non, quoi. Ah, donc quoi? C'est un stagiaire? C'est quoi? Oui, un cabinet de recouvrement. Ah oui, mais donc elle peut embaucher un cabinet de recouvrement. Oui, mais sauf qu'en fait, moi, à l'époque, je disais, non, fais et tout, débile, quoi. En fait, même temps, elle est payée 100K, elle peut bien faire un coup de fil, non? Oui, mais c'était pas un, tu vois. C'était quand même quelques-uns. D'accord. Oui, c'est qu'en fait, d'accord. Tu prenais des seniors. Alors c'est marrant, tu prenais trop de seniors. Moi, j'ai toujours pris des seniors. Déjà, je déteste bosser avec les jeunes. J'aime pas, en fait, au même prix, je préfère avoir quelqu'un vraiment qui a 10 ans de plus d'expérience, quitte à ce que ce soit même une personne trop vieille. Qu'est-ce que c'est que trop vieille, Marie Taquet? Non, mais par rapport à un trop junior. Oui, d'accord.
Tu vois, si je te dis n'importe quoi, si la moyenne du poste c'est 30, moi je préfère limite avoir quelqu'un même de 50, tu vois, que de quelqu'un de 27. Parce que en fait, je me dis qu'il aura vu plein de choses. Et d'ailleurs, je l'ai vu, moi, les gens, les 2 personnes qui sont restées le plus dans ma boîte que j'ai encore aujourd'hui, c'est des gens qui ont plus 40 ans. Tu vois, les gens qui, en fait, ont 25, 26, qui ont l'impression que tout est ouvert devant eux, ce qui n'est même pas vrai parce que, enfin, parfois c'est vrai, mais c'est pas toujours le cas. En fait, ils sont pas fidèles au moindre problème. Je ne fais pas une généralité sur toutes les personnes qui ont moins de 30 ans parce que j'en suis moi-même une et je ne lâche pas au premier problème. Mais moi, en tous les cas, les gens que j'ai embauchés, les plus jeunes lâchaient beaucoup plus facilement que les plus âgés. Oui. Et donc là, à profil égal, franchement, je préfère quelqu'un qui a 50 ans que quelqu'un qui a 25. Oui, mais celui qui a 50 ans, il va demander plus cher que celui de 25. Eh bien, pas toujours. Parce que le 25 demande trop cher ou parce que le 50 demande pas cher ? Les deux. D'accord. Je pense que les gens en reconversion parfois perdent un peu confiance en eux. Alors le but, c'est vraiment pas de les fumer en fait et de leur présenter n'importe quoi. Oui, mais t'as ton poste, t'as ton salaire. Et donc, t'as ton salaire. Et après, soit ils sont fine avec ça, ils viennent, c'est cool. Soit ils le sont pas. Et auquel cas, en effet, tu embauches quelqu'un qui a moins d'expérience. Mais ouais, vraiment à poste égal, à salaire en tous les cas acceptable par les 2 parties, je préfère quelqu'un qui a plus d'expérience. C'est facile de lever des fonds ? Moi, j'ai pas trouvé ça très dur. Ah d'accord. Non. Mais déjà, t'es là, t'as été aidé par The Family ? Oui, mais non, pas vraiment. En fait, c'est pas. Mais à un moment, il faut que tu te dises qui je vais voir. Ouais, alors moi déjà, mon mari est entrepreneur, donc il m'a pas mal coaché. Ouais. Ensuite, ma première levée, j'avais pris je sais pas exactement, des leveurs de fonds qui m'avaient filé un coup de main. D'accord. Et en fait, j'avais déjà pas mal de potes qui étaient entrepreneurs qui m'avaient expliqué comment faire. Donc moi, une fois que j'avais fait mon deck, je l'avais fait relire ma présentation investisseur, je l'avais fait relire à pas mal de personnes. Et ensuite, mon pitch, je le connaissais et même si moi, je ne passe pas ma vie à faire du cold call, j'ai des techniques de sales, etc., que j'utilisais aussi en pitch investisseur. Ouais, en levage. En levée. Et non, moi, ce que je trouve, ce que j'ai trouvé bien, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais en fait, moi, je sais que les invests, dans une journée, ils vont voir 10 mecs. Et en fait, je sais que je vais être la seule meuf de la journée et je sais que... C'est un peu rafraîchissant. Bah ouais, ça te change un peu, tu vois, et on ne devrait pas me définir que par ça et tout, mais je sais que je vais forcément les marquer parce que je vais avoir une énergie de ouf qui est différente de celle d'un mec, etc. Bien sûr. Et c'est pas du tout grâce à ça que j'ai réussi à lever, mais le meuf qui fait un raccourci de ouf. Mais je pense que projet complètement disruptif par rapport, tu vois, au marché de l'éducation. Enfin, à l'époque, il me disait, mais t'es taré, tu vois, de faire un truc comme ça. Il y a 5 ans, 6 ans, c'était complètement fou de dire je crée une école où les gens ne paient pas tant qu'ils n'ont pas de taf, tu vois. D'ailleurs, ça n'existe pas dans le monde, en fait. Enfin, il y a l'ISA aux États-Unis qui existe, etc. Mais tu signes un vrai truc. Là, c'était vraiment, en tous les cas, en France, ça n'avait jamais été fait. Donc, ça amenait un vrai côté où ça les attirait. Et non, moi, j'ai pas trouvé ça dur parce qu'en fait, j'écrivais déjà pas mal de contenu sur LinkedIn. Et finalement, le fonds d'investissement qui a mis le plus d'argent, c'était un fonds qui me suivait depuis longtemps. Et qui aimait bien, tu vois, ce que je partageais, la vision de l'éducation que j'avais, même si je n'avais pas encore, tu vois, la taille de boîte parfaite, etc., bah ça leur parlait à fond. Et donc, je pourrais que recommander d'essayer d'écrire sur sa vision sur LinkedIn, parce que moi, ça m'a bien aidé, je pense, à lever. Et après, bon, voilà, à l'époque, on avait toutes les métriques au vert aussi. Même si on était une petite boîte, ça n'a pas été compliqué. Je pense qu'on a dû peut-être mettre 5 mois, 6 mois à lever 3 millions. Ah oui, ça va. Ouais, c'est dans la moyenne, c'est tout à fait normal, c'est ni bien ni pas bien. Voilà, et ensuite on avait relevé un tour d'1 million. Et pareil, facile. Auprès des mêmes ? Entre autres auprès des mêmes, et j'avais retrouvé 3 autres business angels. Et est-ce que, alors le fait d'être une femme, ça change parce qu'ils voient 10 mecs, et est-ce que tu penses qu'il y a un truc de je lui fais pas confiance, ou au contraire si Non, franchement, je pense ça change que ça, rien. Pour toi, ça n'a rien changé. Non. Moi, je pense que c'est plus une question de personne. Il y a des gens à qui tu fais confiance et des gens à qui tu fais pas confiance, que ça n'a rien à voir avec ton genre. C'est mon ressenti. Après, moi, c'est comme ça aussi que je vois les gens. Donc, tu vois, comme toi, tu transposes ce que... Voilà, moi, je transpose aussi. Et non, en revanche, c'est marrant parce que là, récemment, quand on a signé la vente, etc., mes invests, ils m'ont dit, en fait, même quand on savait que c'était dur, on savait que tu n'allais rien lâcher parce que tu étais trop investi. Et je sais pas si c'est, par exemple, quelque chose qui transcrivent sur les femmes parce qu'ils se disent les femmes elles lâchent rien, par exemple elles lâchent pas leur gosse, elles lâchent pas leur truc, enfin je fais encore une grosse ligne tout droite qui est pas belle. C'est une perso,
Il C'est voit une que, perso. voilà. Franchement, c'est une perso. Et en tout cas, moi, on m'a jamais fait ressentir que c'était parce que tel ou tel truc que j'étais une femme ou quoi. J'ai juste eu l'impression d'être une entrepreneur, tu vois, qui propose quelque chose d'innovant, qui répond à un besoin sur le marché, qui change des vies professionnelles. Et t'en as pas marre là maintenant d'être encore dans ta boîte? Non, franchement, non. Tu prends toujours autant de plaisir. J'ai eu carrément des downs où je me suis dit, mais ça y est, tu vois, ça On fait arrête, quoi. des centaines de fois que je fais le même discours, que je raconte, allez, changer de vie, la reconversion, c'est génial. Et en fait, là, j'ai repris un regain d'énergie. Je pense que c'est vraiment cyclique, tu vois, l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Évidemment, dans un marathon, il y a des moments où, en fait, tu n'as plus de jambes. Ça m'est arrivé. Et là, en ce moment, vraiment, et d'ailleurs, quand on s'est rencontrés, c'est ce que je t'ai dit, parce que c'est vraiment ce que je ressentais. J'ai l'impression d'être en honeymoon, quoi. J'ai l'impression que c'est la première année de ma boîte. Alors que tu m'aurais parlé il y a 6 mois, tu m'aurais dit, putain, la pauvre. Oh, elle fait pitié. Mais pourquoi? Ça change quoi? Ça a changé quoi? Mais je C'est un sais état pas. d'esprit. Je sais pas. Tout d'un coup, j'ai eu il y a quelques trucs que j'essayais de faire depuis longtemps, que tout d'un coup j'ai réussi à faire. Tu vois, des petits wins où tout d'un coup ça te relance. Je pense que c'est comme quand, je sais pas, ton gosse il est nul à l'école et tout d'un coup il te ramène un 16. T'es en mode, oh putain. Même un 12. Même un 11 et demi. Ouais, je sais pas. C'est quoi tes pires moments? Il y en avait tous les jours, mais... Pire moment, accoucher un mois en avance alors que j'avais rien prévu. Parce que je sais pas, j'étais en déni total du truc. Moi, je m'étais dit non, mais t'inquiète, je vais accoucher, je vais être sur mon ordi. Moi, je serai pas cette femme qui prend un congé mat et tout. Là, enfin vraiment. Bon, d'ailleurs, la vraie histoire quand même, c'est que le lendemain de mon accouchement, j'étais quand même sur mon ordi une petite heure. Ah, quand même. Mais après, je me suis arrêtée. Et le jour même aussi? Le jour la même, veille, oui, quoi. enfin j'ai bossé voilà. jusqu'à Jusqu'à mon ça arrive. accouchement parce que c'est arrivé un soir. Hello, surprise, motherfucker. Comme ça, coucou. Et là, Donc, tu te dis merde ou tu te dis cool? Non, j'ai tapé sur Google comment faire pour Faire retenir. ne pas accoucher. Parce que t'étais en plein boulot. Non, parce qu'en fait, je m'étais dit, je ne suis pas prête. Là, je peux pas en fait avoir un gosse tout de suite, alors que c'est complètement débile. Ça faisait 8 mois que j'étais enceinte. Genre, meuf, réveille-toi, qu'est-ce que tu fous? Attends, t'es pas prête à être maman ou t'es pas prête par rapport Non, à ta boîte? j'étais pas prête à lâcher mon taf, quoi. Je me sentais pas. Je m'étais pas assez préparée. Je m'étais dit, le dernier mois de ma grossesse, je donnerai les sujets à qui Et veut. tu l'avais pas fait. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Genre vraiment, j'étais à la rue complet. Enfin, Et donc t'as accouché et là, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le monde vit sans toi. non, mais en fait, complètement mégalo de penser que tu es indispensable à ta boîte. Alors oui, quand tu es chef d'entreprise, c'est compliqué parce que Quand même. tu insuffles beaucoup de choses dans la boîte. Et d'ailleurs, après, on me l'a reproché. On m'a dit, ah, c'était trop long sans toi, nanana. Quoi, t'es partie combien de temps? 2 mois. Ouais. Mais... T'as rien fait pendant 2 mois? Rien. Rien. Ah, rien. J'ai pas ouvert mes mails, j'ai rien fait. Et on ne t'appelait pas rien? Ah, on m'appelait, mais je répondais pas. Non, mais voilà. Mais Déjà pas que je réponds pas d'habitude, mais alors là, waouh. Mais rien. Rien. J'ai une team de ouf à ce moment-là qui a tout pris. Alors franchement, c'est pas forcément fait comme toi t'avais envie de faire, mais c'est fait. C'est fait. Et surtout, ils ont eu. Enfin, après, j'ai beaucoup de parents dans mon équipe, donc je pense qu'ils ont eu un profond respect pour cette période, tu vois, que peut-être eux, ils ont chéri et du coup, ils m'ont laissé le chérir à ma manière. Et éternelle, tu vois, reconnaissance pour ces gens qui m'ont permis de faire pendant 2 mois que j'étais focus sur ma fille, mon mari, notre famille, tu vois. Et après, t'es revenue en mode guerrière? Ouais. Fatiguée? Épuisée. Surtout que on n'a pas dormi pendant 1 an et demi. Enfin bref. Mais t'étais quand même en mode guerrière? J'étais plus en mode survie. Waouh. Ouais, survie, c'est plus le mot parce que franchement, période super dure. Et non, là, c'est plutôt depuis que je redors que je suis en mode guerrière, plus les petites choses gagnées récemment. Mais donc ça, je dirais que ça a été très dur. Ensuite, on a ouvert le UK qu'on a fermé 2 ans plus tard, très dur aussi. 1 an et demi plus tard même. Parce que j'y ai pas passé assez de temps, je pense, et j'ai pas assez traduit le produit par rapport au marché UK. En gros, j'ai juste voulu faire un méchant copier-coller de ce qu'on était en train de faire. Et enfin, franchement, erreur. Je pense qu'il y a peut-être des boîtes pour lesquelles ça marche. Nous, ça n'a pas du tout marché. On a manqué de préparation, je pense. Et ça, je l'ai vraiment vécu comme un énorme fail. Parce que moi, mon rêve, c'était de monter Iconoclast aux États-Unis. Et pour moi, le UK, c'était la première porte, tu vois, pour aller aux États-Unis. Et donc là, j'ai mis vraiment très longtemps à m'en remettre. Je pense que ça fait 6 mois que je m'en suis remis à peine, tu vois. Ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre des gens qui partent où je m'étais dit, putain, j'aurais peut-être pu faire autrement pour les garder. Voilà. Et puis parfois des gestions de trésor qui ont été mauvaises, qui m'ont mis dans des situations où je ne savais pas comment payer les salaires. Et puis en fait, après, ça repart, tu retrouves un deal, tout truc. Mais ouais, il y a des périodes de stress où vraiment tu te dis, mais putain, je vais
vais sauter du 7e, quoi. Je sais pas comment faire, je sais pas comment m'en Oui, sortir. je vais crever, quoi. Je vais crever, quoi. C'est vrai qu'il y a des matins. Vraiment, Et du coup, t'en parles à qui? À ton mari. le pauvre. Mais lui, il est entrepreneur, donc il connaît. Oui, il connaît, mais en fait, je pense que lui, il gère 100 fois mieux la pression. Il a beaucoup plus de distance. Moi, je pense que j'ai un truc un peu hyper sensible ou hyper émotif où, putain, le moindre truc, je me le prends plein fer et je reste un peu stuck et puis après, ça repart, tu vois. Mais j'accuse un peu le coup. Tu vis l'émotion, quoi. Je le vis à fond, ouais. Ouais. Je pleure et ensuite, ça repart. C'était quoi ton mode de vie? Ou c'est quoi ton mode de vie? Genre, tu fais du sport pour te tenir en forme, t'as ce genre de truc, t'as pas du tout de morning routine, tu t'en J'aimerais fous. tellement te dire ça. Genre, vraiment, j'aimerais trop te dire. Alors, je me réveille, je vais faire mon sport. Non, déjà, je me réveille, j'ai ma fille. Donc, mon mari et moi, on s'occupe de notre fille. On joue avec elle, on l'emmène à la crèche. Ensuite, j'arrive au bureau. Le matin, on écoute France Inter, ce petit moment de kiff intellectuel de la journée, pendant qu'on prend notre petit-déj. Et puis, non, après, j'enchaîne ma journée. Je finis tôt. Je récupère ma fille à 18h30. Et ensuite, Tu fais plus d'équitation, plus de sport, rien. non. Mais ça me manque. J'aimerais bien retrouver un. Ah, c'est dingo, Ouais. ça. Et t'arrivais quand même à avoir cette hygiène de vie bien, parce que c'est stressant. Ouais, non, franchement, il y a un truc qui manque à mon équilibre. Là, moi, je suis pas du tout quelqu'un d'équilibré d'une manière générale. Genre, c'est toujours up and down. Si je me mets au sport, j'en fais 3 heures par jour. Et en fait, si j'en fais pas du tout. Et puis, je me fais en plus les pizzas et en plus la bière, tu vois, j'histoire d'être max. Donc non, là, mon rythme perso, il est à chier. Enfin, mon équilibre perso est à chier. Mais c'est pas grave, je sais qu'il y a un temps pour tout, tu vois. Et le moment où je me sentirai prête parce que, voilà, là, je commence à réavoir envie, typiquement, d'avoir un rythme de vie qui ressemble à quelque chose. Mais j'avais pas l'énergie de le faire. Ça sert à rien, en fait, de forcer. se flageller, de se dire, je suis une merde, je fais pas de sport, je fais truc. En fait, ça y est. Oui. Tu vois, tu peux pas être la mère parfaite, la femme parfaite, le truc. Essaie déjà d'être un truc où t'es très bien. Le reste, fais en sorte que ça roule. Et puis voilà, tu vois. Quiz, qu'est-ce qui est le plus difficile? Ok. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Le recrutement ou trouver les clients? Recrutement. Trouver des clients ou être de bonne humeur tous les jours pour ses équipes? Trouver les clients. Mener la boîte à 1 million ou la faire passer de 1 à 2 millions? Faire passer de 1 à 2. Lever des fonds ou rendre des comptes aux investisseurs tous les mois? Rendez compte. Trouver des clients ou trouver des bons salariés? Trouver des clients. Je suis mytho. Ouais, c'est clair. Arrête. Non, en plus, non, c'est pas vrai. Trouver des bons salariés, c'est hyper dur. Mais c'est hyper dur. Ouais, Mais hyper bien dur. sûr, c'est hyper dur. Je mens 100%. Non, mais ça veut pas dire que tu n'en as pas de bons, mais c'est dur d'en trouver des bons, quoi. Je mens. C'est bien de le reconnaître. Gérer la compta ou gérer les team building et la culture d'entreprise, etc. Gérer la culture d'entreprise. Moi, je suis nulle à chier là-dedans. Je préfère la compta. Avoir Alors, je suis nulle aussi. Ah oui, t'es nul dans tout. Avoir des investisseurs, c'est... Utile. Recruter une bonne team, c'est... Hyper difficile. Impossible. Se lever tous les matins, c'est... Ça dépend des jours. Travailler, c'est... Wow, ma réponse, elle veut tout dire là. Vas-y, dis ce que t'allais dire. Non, mais en fait, je peux pas répondre en un mot parce que travailler, c'est des jours incroyables et c'est des jours fait chier, quoi. Et en fait, moi, j'ai même pas. Enfin, il y a des jours où j'ai l'impression de pas travailler, littéralement. Genre aujourd'hui, j'ai passé une bête de journée, etc. Là, je peux pas dire que c'est difficile de travailler pendant cet épisode, tu vois. Mais en fait, il y a des jours où il y a des trucs que j'ai pas envie de faire, quoi. Et du coup, c'est relou. Donc, tu sais quoi, c'est ambivalent. Je sais pas ce que ça veut dire. Et fondamentalement, travailler pour toi, c'est... Ah bah, indispensable. En revanche, ça fait partie de moi. C'est un truc qui me définit. Mon travail. Non. Ah si. Non, mais Ah, non, si, mais si, Marie, meuf. non. Ah Mais non. si. Ça ne te définit Ah mais pas. c'est simple, c'est que moi, je sais même pas comment me présenter. Genre là, j'aurais pas de travail, je saurais pas me présenter. Bah, Marie taquet, Ouais, super. je suis au taquet. Good for you, meuf. Non, je Non, ne mais- saurais pas. C'est un peu triste d'ailleurs, mais je me définis beaucoup par mon travail et par ma réussite. Mais ça, Marie, c'est pas possible. Parce que le Ouais, jour je où tu sais. n'as plus de travail, c'est la Ah, dépression. C'est terminé. Terminé, c'est la dep. Terminé. D'ailleurs, le week-end, je me dis, mais qui suis-je? Je vais aller prendre mon ordinateur. Non, vraiment. En fait, c'est un truc, genre là, aujourd'hui, je peux te dire, je suis la mère de Bianca, la femme de Oui. Joseph, mais enfin, en Mais- fait, mais ça te définit pas, bah c'est non. nul à chier, quoi. Oui, Donc, mais c'est tout autant que l'entrepreneur. Ah oui, mais bon, du coup, alors, excuse-moi, comment tu te définirais, toi, si t'avais pas de travail? Bah, je sais pas, moi, je suis pénouche. J'ai pas... Ça veut dire quoi, se définir? Je suis pénouche. Nietzsche, calme-toi, quoi. Bah, je suis Pénélope. J'adore le sport. Oh, waouh. J'aime les films. J'adore la cuisine asiatique. J'aime les films thrillers. Ouais, excuse. Quoi? Non, mais ça te définit autant que de dire j'ai monté la toile ou j'ai monté Iconoclast. Excuse-moi, mais enfin.
Je sais pas, ça veut dire quoi se définir? Mais oui, mais pourquoi on est parti là-dedans? Bah, je sais Jackie a pas. posé Changeons cette de question sujet. de merde. La Gen Z, elle casse les couilles. Elle fait chier à mort. Vendre sa boîte, c'est... Incroyable. Faire du sport quand on est entrepreneur, c'est... Impossible. Les entrepreneurs sont tous... Malade. Monter une boîte seule, c'est... Très difficile. Être une femme entrepreneur, c'est... Attends, le problème, c'est je sais pas si c'est le mot femme ou entrepreneur, ou les deux. Femme, entrepreneur, non, c'est unique. Bah, c'est rare. Bah, c'est vrai, c'est rare. C'est rare. C'est rare. Alors, maintenant, petit quiz dans le quiz. C'est un sous-quiz. Wow. Cite-moi 7 femmes entrepreneurs. Ok, c'est parti. Clara Gold, Oui. Pénélope Leboeuf. Non, alors déjà, c'est bœuf tout court. Oh, bon. Je t'appelle tout le temps Leboeuf, moi. Je sais pas pourquoi. Non, mais parle-moi de femmes entrepreneurs un peu plus high level que Clara Gold et moi. Bah non, mais ton brief, à un moment, tu vas pas changer la consigne. Ouais, t'as raison. Bon, alors, Ok. 10 femmes. Wow. Clara Gold, Pénélope Boeuf. Ouais. Anouk de Dijon, je suis pas obligée de dire les noms de famille ici. Non, Anouk de Dijon. Ok. Chloé Hermary de Ada Tech School. D'accord. Meuf, enfin... Quoi d'autre? Putain, mais meuf, c'est hyper dur ce que tu me dis. En plus, j'en connais une tonne. Il n'y en a pas une tonne. Mais il y en a une tonne. Ah bon, bah je crois que c'était rare. Oui, mais en fait, c'est rare par rapport à si on prend 10 mecs. Mais Vas-y. non, mais On est à déjà, 4, il y en là. avait 5, je pense. Non. Ah ouais. Clara, Pénélope, Chloé, Putain, en plus, j'ai un groupe mais il y en de a plein. Jeannette. Gringotte. Oui, Maud de Green God, Voilà. carrément. Camille de Extra Student. D'accord. Non, en plus, elle vient de se faire acheter par Extra Student. Sa Ok. boîte, elle s'appelait pas du tout comme ça, mais bref, c'est une entrepreneur. Je suis en train de te citer en plus que des Françaises. Céline Nazort, Litchi. Oui, Arbia Smithy, Rosalie. ouais. Attends, viens, on prend celle un peu des Voilà, qui sont c'est un ça. peu plus high c'est ça. level. Tatiana Jama. My Little Paris, comment elle s'appelle? Amandine Péchioda. Ouais. Ah, on a On est à dépassé 10. 10. On est à 10. Vas-y. Notion, Mathilde, Ah bon? Notion? je crois, ouais. Notion, c'est français? Bah oui, c'est une boîte de e-founder. Ah, ok, super. Ouais. Et je crois que c'est une femme qui s'appelle Mathilde Haddad, D'accord. il me semble. Qui on a dans les les- fondatrices de Puissante, les fondatrices de Ouais. Fempo. Je crois que c'est mort. Bon, alors maintenant, vite, 10 mecs entrepreneurs. Vite. C'est hyper dur. Maintenant. Attends, Anthony Bourbon, je Ouais, vais dans ce Anthony que j'ai vu Bourbon. aujourd'hui. Oussama dans ton podcast. Joseph Bové, Ouais. mon mari. Scott Gordon Ouais. de Card. Pareil, je prends un peu l'écosystème. Bon, bref. Zuckerberg. Ouais. français. Oh, ok, on reste dans le français. Romain du Wagon. Ouais. Alexandre Dana, Live Mentor. Très bien. Firmin de Payfit. Ouais. Jonathan de Aircall. Ouais. Stanislas de Octolib. Ouais. Qui en a deux dans les boîtes un peu cool. Alan, Samuel Ouais. Broin. Ouais. Bah, Bon, c'est ça on a fait dit. 10. Bon, on va plus vite. Non, mais meuf. Non, mais voilà, bon, bref. non, c'est voilà, juste que oui. j'étais pas focus, mais t'en trouves pas autant, mais Non. t'en trouves quand même. C'est juste, c'est rare parce que si tu prends 10 meufs, je sais pas, je connais pas la stat, mais Les entrepreneurs habitent tous. pareil. Ah, je pensais que t'allais dire Bali ou Cape Town ou un truc comme ça. Non, meuf, ça c'est pas les entrepreneurs. ça. Ah bon, mais à qui à Cape Town? Il y a que des entrepreneurs. Mais non, mais oui, c'est les entrepreneurs comme moi qui vont remote pendant un mois, mais les entrepreneurs, ils sont. Bah, Guillaume Moubèche, il est à Cape Town. Oui, mais il habite pas à Cape Town. D'ailleurs, je l'ai vu, il habite pas à Cape Town. Alors, est-ce qu'il est toujours dans son Ironman là? Il Ouais. s'entraîne là, il est à fond. yes. Mais enfin, lui, il fait plus rien pour l'Amlist. Ça roule tout seul. Ouais, je pense que c'est un tiers de son temps. Ah, quand même. Mm. Et les deux autres tiers, c'est faire de l'Ironman? Oui, et le dernier, je faire du contenu. Lever des fonds, c'est. Facile. C'est quoi ta prochaine boîte? Je voudrais monter un autre type de crèche. Pas Montessori, pas crèche Non. classique. Enfin, peut-être Montessori, mais en gros, je voudrais monter des crèches où on en a vraiment quelque chose à foutre du développement de l'enfant, pas juste une garderie, quoi. À quoi tu ne sais pas dire non? Tu veux aller boire un verre? C'est faux, je dis non tout le temps. C'est vrai? Mais attends, mais t'es chiante en fait, tu réponds pas au téléphone, Ouais. tu dis non à boire des verres. Ouais, Il est là le problème pour pas savoir C'est se clair. définir. Faut C'est sortir, faut faire des c'est trucs. clair. En fait, t'es pas ouverte à la curiosité. En fait, j'ai analysé le truc. Ouais. Je pense que ma personnalité, elle est pile entre extravertie et introvertie. Et toute ma journée, je suis une extravertie. Et du coup, dans les moments off, je suis très introvertie, ou pas forcément introvertie, mais plutôt casanière. Par exemple, je préfère que les gens viennent chez moi, comme ça, j'ai pas, tu vois. T'as pas à bouger. Ouais. Et en Et- fait, j'ai donné tellement d'énergie, genre de nourriture. Là, je vais rentrer, meuf, je vais être en mode Fatigué. tout donner, tu vois. Genre en là, fait, tu vas pas c'est prendre pas un verre après là. Non. Si on te propose un verre, tu dis non. Bah, et je t'avais proposé en plus de base d'aller prendre un Tout verre. à fait, mais j'ai un call. Moi aussi, je suis 100% annulée, quoi. Donc, non. À quoi je dis Tu sais dire non?
Ouais, carrément. Au début, je savais pas du tout parce que à l'époque, j'aimais pas trop le conflit. Maintenant, Rien fait du conflit, t'adores. non, je m'épanouis pas dans le conflit, mais en fait, mon temps est devenu tellement entre l'enfant, la vie perso, le taf, j'ai tellement peu de temps que je vais pas me faire chier avec des gens que j'ai pas trop envie de voir en fait. Ou pas envie de voir à 11 sur 10. Devant qui tu es impressionné? Michelle Obama. Tu l'as déjà vu? Je l'ai déjà vu en show. J'aimerais trop la voir. C'est mon rêve, genre vraiment, c'est mon rêve. Je suis trop fan de cette meuf. Qu'est-ce qui te fait peur? Le vide, D'accord. Qu'est-ce que tu ne supportes pas? la victimisation. Avec qui tu ne te sens pas seul? Ah, Nietzsche sort de ce corps. Euh, Mon mec, ma fille, ma famille, mes potes. Pourquoi t'as monté une boîte? Pourquoi t'as monté une boîte? Pourquoi? C'est quoi la différence entre pourquoi et pourquoi? Bah, c'est why. Ouais, le why. Et non, il y a why ou for what. Oh, waouh. Meuf, le podcast, vas-y. Pourquoi? Parce que profonde envie de reformer, de recréer des modèles pédagogiques qui sont complètement à l'inverse de ce qui existe aujourd'hui. Et je pense qu'en fait, moi, j'ai tellement souffert de me faire chier, d'être angoissée à l'école, etc., que j'ai vraiment envie de proposer, en fait, une école pour les gens qui ne sont pas scolaires. Mais c'est vraiment un truc qui me... Qui t'anime. Tu vois, ouais. Genre, vraiment, en fait, je me dis que tout le monde a le droit à une deuxième chance dans la vie. À part les violeurs, vous allez vous faire enculer. Mais à part ça, tu vois, je trouve ça horrible qu'en fait, on nous définisse une fois par l'école qu'on a fait et qu'en fait, si tu t'es foiré quand t'avais 18 ans, je trouve ça horrible que tu puisses pas avoir une deuxième chance d'apprendre un nouveau métier, d'avoir une nouvelle vie. Et donc, le vrai why, c'est d'apprendre autrement et d'avoir une deuxième vie, tu vois. D'avoir le droit d'avoir une deuxième vie. Drop the mic. Drop the pen. Drop the pen. Quand est-ce que tu n'oses pas prendre la parole? Quand je maîtrise pas bien le sujet. J'aime pas trop. Je le fais quand, j'ai pas le choix, tu vois, mais je suis pas trop fan de parler d'un truc que je maîtrise pas. Qu'est-ce qui t'a fait ne pas abandonner? La rage. La rage. Là, vraiment, là, en fait, je peux pas. En fait, je suis tellement partie à fond dans mon délire que j'aurais jamais pu abandonner le truc. Peut-être la reconnaissance, tu vois. Je pense que... tu connais ta couleur sur le disque? Rouge. Oh, wow. Bon, Ouais. toi, la reconnaissance, ça en a branlé. Mais moi, je suis un peu entre jaune et rouge. Et dans le jaune, il y a une grosse partie reconnaissance. Et en fait, je pense que, tu vois, rien que pour mes parents, parce qu'ils ont eu un crédit sur la gueule à cause de mes choix et qu'en fait, je suis allée à fond dans mon truc, j'aurais jamais pu arrêter et leur dire, bah, les gars, désolé, tu vois, en fait, j'ai pas suivi le chemin que vous me recommandiez pour lequel vous êtes endettés. En même temps, je suis partie pleine balle dans mon truc et en fait, j'ai jamais fait de master, promesse un peu non tenue, malheureusement. Et je pense que je me serais sentie trop mal de venir en mode désolé, j'ai fail, tu vois. Ils sont fiers de toi? Ouais, grave, à fond. T'es fier de toi? Ouais. Tout le monde est fier. Tout le monde, il y a plein de gens qui trouvent que je suis une merde, probablement, mais Ah bon? moi, j'en sais rien, mais moi, en tout cas, moi, aujourd'hui, tu m'aurais encore une fois posé la question il y a 6 mois de comment tu te sens, je t'aurais pas dit ça. Aujourd'hui, je me sens 11 sur 10 en termes d'énergie, de fierté, je me sens pleine, quoi. Wow. Et on va terminer sur cette bonne parole. Je me sens I'm full of myself. Non, mais je suis heureuse, je suis contente, tu sais, en fait, il faut en profiter le bonheur, c'est tellement éphémère que là, je me sens bien, je me sens fière et il faut prendre le moment, tu vois, t'es pas obligé toujours de dire putain, c'est dur ces trucs. Non, aujourd'hui, en fait, je me sens heureuse et tout, et j'ai envie de kiffer ce moment, tu vois. J'ai envie de pleurer, Marie. Je t'aime. Merci. Bravo. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi.